Alors, on va simplement commencer dans quelques minutes, le temps d'installer des chaises supplémentaires. Alors, bonsoir. Je suis Karine Lavoie, conseillère en communication pour le Bureau d'audience publique sur l'environnement, familièrement appelé le BAP. Je suis accompagnée ce soir de mes deux collègues, Madame Geneviève Grenier et Madame Annie Cartier, qui sont là également pour l'accueil et pour la période de questions, prendre en note les préoccupations exprimées. Les cartons collent. Alors, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés pour assister à cette séance publique d'information. Une petite mention juste avant, vous avez remarqué, il y a un photographe qui prend des photos, car le BAP souhaite se doter d'une banque de photos qui sera éventuellement utilisée pour son nouveau site web, ainsi que pour certains documents qu'il rend publics. Afin de vous prévenir, nous avons également pris soin d'installer à l'entrée de la salle une affiche. Alors, la personne a eu pour consigne, entre autres, de demeurer discrète afin de ne pas déranger le bon déroulement de la séance. Sachez que les photos prises peuvent viser des sujets, donc des personnes en particulier, mais aussi une prise de vue générale. Alors, pour les photos qui ciblent des sujets en particulier, un formulaire devra être rempli et signé au préalable par celles et ceux qui accepteront de se prêter à l'exercice. Vous pourrez les déposer à l'arrière. Alors, je vous remercie pour votre compréhension. Donc, si on débute, à la demande du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charette, le BAP a annoncé par communiqué le début de la période d'information publique sur le projet de desserte en gaz naturel de la zone industrialo-portuaire de Saguenay par l'initiateur Énergir. Cette période de 30 jours a débuté le 9 avril dernier et prendra fin le 9 mai prochain. Alors, comme vous voyez à l'écran, le déroulement de la soirée, donc, on tient cette soirée en vue de vous expliquer ce qu'est le BAP et les différents mandats qu'il reçoit, de vous faire connaître la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, de vous expliquer le processus de participation publique et enfin de vous informer sur le projet. Alors, nous tenons aussi cette soirée pour vous permettre de poser des questions sur tous ces sujets. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un débat public pour faire valoir son opinion, mais bien d'une séance d'information. Alors, qu'est-ce que le BAP? Donc, nous sommes un organisme public et impartial qui permet aux citoyens de s'informer et d'exercer leur droit de parole, qui a pour mission d'éclairer la prise de décision du gouvernement, qui vise à cerner les enjeux liés à des projets ou à des questions liées à l'environnement, dont les membres ont des pouvoirs d'enquête, également qui rend public des rapports,
faisant état des préoccupations des citoyens. Maintenant, si on passe à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, en quoi ça consiste? Donc, c'est le ministère de l'Environnement qui est responsable de cette procédure. La procédure est déterminée par la loi sur la qualité de l'environnement. Elle s'applique aux projets assujettis par le règlement. Elle exige, entre autres, une étude d'impact environnemental réalisée par l'initiateur de projet. Enfin, elle comprend une étape pour la participation publique qui est assurée par nous, le BAP, et qui explique notre présence ce soir. Maintenant, en ce qui concerne la participation publique, donc, dans un premier temps, le ministre demande d'abord au BAP de tenir une période d'information publique dont la durée réglementaire, je le mentionnais, est de 30 jours. La période d'information dans laquelle on est poursuit 2 buts. Le premier, c'est de vous informer sur le projet. Le deuxième, c'est de vous informer sur votre possibilité de recours. Si vous souhaitez qu'il y ait un examen public du projet en faisant une demande de consultation publique ou de médiation, dont je vais expliquer les modalités tout à l'heure. Alors, si le ministre, à la fin de la période d'information de 30 jours, n'a pas reçu de demande de consultation publique ou de médiation jugée recevable, le rôle du BAP prend fin. Dans le cas contraire, le ministre transmet au BAP les demandes jugées recevables. Le BAP lui recommande, dans les 20 jours suivant la fin de la période d'information, le type de mandat qui devrait lui être confié. Donc, le type de mandat que l'on reçoit le plus fréquemment, c'est l'audience publique qui se déroule en 2 parties. La première partie vous permet de comprendre les aspects et les enjeux du projet. La deuxième vous offre la possibilité d'exprimer votre opinion et de faire des suggestions. Toute personne peut assister à l'ensemble de l'audience. L'autre type de consultation que l'on pourrait recevoir, c'est la consultation ciblée, qui est privilégiée lorsque les enjeux soulevés par les demandes relèvent d'un nombre restreint de préoccupations et que la justification du projet n'est pas remise en question. La commission d'enquête dispose alors de 3 mois pour réaliser ce type de dossier. Une consultation ciblée peut comprendre plusieurs séances publiques, consécutives ou non, durant lesquelles les participants peuvent à la fois poser des questions, présenter des mémoires et exprimer leur opinion. Enfin, le dernier type de mandat, c'est la médiation, qui, elle, se déroule sur une période de 2 mois. Les séances ne sont pas publiques et seuls les demandeurs peuvent y participer. C'est un processus de règlement des conflits utilisant la négociation pour rapprocher les parties, qui peut être avantageux lorsque la justification d'un projet n'est pas remise en question et que les différends semblent pouvoir être réglés par le dialogue. Dans le cas de tous les mandats, le BAP dépose le rapport de la commission au ministre de l'Environnement, lequel dispose alors d'au plus 15 jours pour le rendre public. Donc, au cours d'un mandat, les commissions d'enquête du BAP examinent les projets qui leur sont soumis dans une perspective de développement durable en appliquant la notion d'environnement retenue par les tribunaux supérieurs, laquelle englobe autant les aspects environnementaux, sociaux qu'économiques. En 2008, le gouvernement du Québec s'est donné une stratégie de développement durable. Conformément aux exigences prescrites dans cette stratégie, le BAP s'est donné un plan d'action de développement durable
prévoyant, entre autres, que la démarche d'analyse des commissions d'enquête soit guidée par les 16 principes du développement durable définis dans la loi sur le développement durable. Pour le BAP, les citoyens sont les experts de leur milieu, puisque ce sont eux qui y demeurent et qui auront à vivre avec les répercussions d'un projet. Maintenant, si on revient à la période d'information publique, donc en plus de vous informer sur le projet en assistant à la séance de ce soir et en posant des questions tout à l'heure, vous pouvez également consulter les documents relatifs au projet qui sont mis à votre disposition ici dans la région à la Bibliothèque de la Baie, également en version électronique dans le registre des évaluations environnementales qui est sous la responsabilité du ministère. À la fin de la période, nous rédigerons un compte-rendu factuel qui tiendra compte des sujets abordés ce soir, de ceux reçus par courrier électronique et par des appels téléphoniques que nous pourrions recevoir. Ce compte-rendu sera disponible après la fin de la période d'information à la bibliothèque ainsi que notre site web vers la fin mai. Donc, en ce qui concerne la demande de consultation publique ou de médiation, tout citoyen, groupe, organisme ou municipalité peut faire une demande. Il s'agit de préciser les motifs de votre demande ainsi que votre intérêt par rapport au milieu touché par le projet. Je vous rappelle que cette demande doit être adressée par écrit au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. On va la voir. Alors, la demande doit être faite au plus tard le dernier jour de la période d'information. Et dans ce cas-ci, le dernier jour, c'est le 9 mai prochain. C'est important de souligner que s'il y a un groupe de personnes qui souhaitent faire collectivement une demande de consultation publique ou de médiation, il est souhaitable que chaque membre du groupe indique dans cette demande ses coordonnées complètes pour qu'on s'assure de rejoindre l'ensemble des personnes intéressées. Alors, pour tout ce qui concerne le BAP, la procédure ou bien l'objet de la séance d'information, est-ce qu'il y a des questions juste avant que l'on passe à la présentation faite par l'initiateur? Ça va? Parfait. De toute façon, tout à l'heure, il y aura également une période de questions à la suite de la présentation, donc vous pourrez également poser des questions. Alors, comme prévu, j'invite maintenant M. Robert Rousseau d'Énergir à prendre place à l'avant pour la présentation. Je suis fait un test de son, est-ce que vous m'entendez bien? OK. Bonsoir tout le monde. Comme le disait Mme Lavoie, mon nom est Robert Rousseau. Je suis directeur des projets majeurs chez Énergir. Ça fait 36 ans que je travaille chez Énergir, donc j'ai travaillé tout le temps dans le domaine des projets majeurs. Donc, j'en profiterai à mon tour aussi pour vous remercier d'être présent à cette séance d'information organisée par le BAP. Et, et je remercie aussi la représentante du BAP de nous donner l'occasion de vous présenter notre projet. Énergir, c'est un nouveau nom. Il y a beaucoup de monde qui ne nous connaissent pas. C'est qui Énergir? On est une entreprise privée. Principale distribution de gaz naturel au Québec. On est réglementé par la Régie d'énergie, tout comme Hydro-Québec. On alimente à l'heure actuelle 325 municipalités à travers le Québec. Ce qu'on voit sur la carte de notre réseau de distribution. On a plus de 11 000 km de réseau d'implantés au Québec depuis 1957 qu'on exploite ce réseau-là. Et on a 205 000 clients actuellement que l'on dessert à travers le Québec.
Si on parle plus précisément du réseau de la région du Saguenay, qu'on voit là, je vais en profiter pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne un réseau de gaz. Ce qu'on voit, la ligne en bleu, la principale ligne que Simon pointe présentement, c'est ce qu'on appelle un réseau de transmission. Vous allez comprendre tantôt, mais j'explique les composantes du projet, pourquoi je rentre dans ce niveau de détail-là. Donc, le réseau de transmission, c'est comme notre colonne vertébrale. C'est le réseau qui dessert la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est un réseau en acier à haute pression, donc qui est opéré à une pression de 7000 kPa. Puis ce réseau-là, mais son objectif, c'est de desservir via des postes de livraison. Donc, un poste de livraison, ça sert à détendre la pression. Donc, ça sert à alimenter des réseaux d'alimentation. Donc, ces réseaux d'alimentation vont desservir les clients principaux d'énergie, tels Rio Tinto, des gros clients comme ça. Et aussi, le réseau d'alimentation va alimenter des postes de détente qui, lui, alimentent des réseaux à plus basse pression, des réseaux en polyéthylène, en plastique, que l'on retrouve dans la majorité des municipalités de la province de Québec. Donc, on a comme 3 types de réseaux. Transmission, alimentation, distribution. Puis à travers entre chaque réseau, il y a des postes qui détendent la pression. Donc, notre réseau de transmission qui est en place depuis 1984, qui dessert la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a été renforcé. Donc, on a augmenté la capacité du réseau. En 2017, on a terminé un projet qui a duré 3 ans. Donc, on a installé 2 postes de compression qui a permis d'accroître le volume de gaz pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ce projet-là que j'ai dirigé s'est terminé en 2017. C'est quoi les bénéfices environnementaux du gaz naturel et économiques? Bien sûr, le gaz naturel, comme tout le monde le sait, c'est le moins émissif des hydrocarbures, donc il est moins polluant que les produits pétroliers et le charbon. Puis il est aussi un avantage très marqué au niveau économique. Donc, c'est l'énergie le moins cher présentement sur le marché. Et en plus de ça, c'est quoi l'avantage environnemental? C'est qu'il réduit l'émission des gaz à effet de serre par rapport au charbon de 42 par rapport au pétrole de 32 et aussi, ça permet de diminuer les dioxydes de soufre, d'azote et aussi les particules fines dans l'atmosphère. Donc, ça serait bon de préciser, la solution de rechange de BlackRock, s'il n'utilisait pas du gaz naturel, il aurait utilisé du charbon. Maintenant, le projet. Donc, le projet, c'est, comme vous le savez tous, sûrement la stratégie maritime du Québec. Lorsque le gouvernement a mis en place la stratégie maritime du Québec, bien, le port Saguenay a été désigné comme zone industriello-portuaire. Donc, ce qu'on appelle la ZIP. Je vais utiliser cet acronyme-là dans ma présentation. Et le prolongement du réseau de gaz naturel qui vise à desservir principalement Métaux BlackRock dans un premier temps, parce que c'est lui qui va être le premier client à s'installer dans la ZIP. Donc, le projet consiste à construire une conduite de gaz naturel souterraine sur 13,8 km. Tantôt, je parlais de 11 000 km de réseau d'énergie. Là, on parle d'un prolongement de 13,8 km. Donc, qui va partir de notre réseau existant dans le secteur de Bagotville vers la ZIP. C'est quoi les bénéfices économiques de ce projet-là? Mais c'est un projet de 30 millions. Bien sûr, ça va donner des retombées économiques dans la région. On va embaucher aux alentours de 75 travailleurs lors de la période de construction. Puis, le réseau de transmission, c'est un réseau qui est taxable. Donc, on paye des taxes à la municipalité en prolongeant notre réseau. Donc, la municipalité va recevoir des taxes additionnelles. Puis aussi, ça va permettre à d'autres promoteurs de s'installer avec une énergie compétitive dans cette région-là. Donc, lorsqu'on étudie le projet de cette envergure-là avec un processus de BAP, un projet qui est assujetti au processus de BAP, donc l'article 31 de la LQE, la loi sur la qualité de l'environnement, la première chose que l'on fait, c'est qu'on détermine une zone à l'étude. Ce qu'on voit à l'intérieur de la ligne noire en continu, c'est notre zone à l'étude, elle a 43 km². Donc, on analyse, on rencontre du monde, on essaie de trouver les différents tracés qui pourraient être utilisés pour desservir notre client et à partir du réseau existant. Donc, comme on peut voir sur la carte ici, à gauche, on a eu comme 2 tracés suite à l'analyse. Donc, un tracé qui longe principalement la voie ferrée qui appartient à l'administration Port-Saguenay. Puis, par la suite, on emprunte le chemin de la Grand-Anse pour aller au parc industriel.
L'autre tracé qui passe à droite, mais le point de départ est quasiment à la même place. On longe les lignes électriques. La ligne électrique existante de Rio Tinto Hydro-Québec qui s'en va vers la baie et la nouvelle ligne qui va être construite par Hydro-Québec pour alimenter Métaux Blackrock. Donc, c'est notre deuxième tracé qui va être étudié. Dans le processus de sélection du tracé, il y a plusieurs éléments qui sont analysés. Je ne les nommerai pas tous, mais ils sont tous là. Mais il y a 3 principaux facteurs qui sont analysés. C'est le volet environnemental, le volet humain, mais bien sûr aussi le volet technique. Il faut que ce soit réalisable. Donc, on considère ces 3 éléments-là, puis on analyse le tracé qui a le moins d'impact en analysant tous les points qu'on voit là, autant au niveau le milieu forestier, milieu humide, milieu hydrique, les terres agricoles, l'ingénierie, la constructabilité, les sites archéologiques s'il y en a sur place. Donc, on passe à travers tout ça, on fait une étude qui est assez exhaustive, on rencontre beaucoup de monde et on dépose au ministère de l'Environnement une étude d'impact suite à ces analyses-là avec un tracé privilégié. Ce que l'on voit sur la carte suivante, mais c'est le tracé privilégié qui a été retenu. Le tracé qui a le moins d'impact selon notre analyse, en tenant compte de tous les facteurs qu'on a vus tantôt. Pourquoi que c'est le tracé qui a le moins d'impact? Parce que la première section du tracé entre la ligne existante dans le secteur de Bagotville, elle est jusqu'à la ligne électrique de Rio Tinto, Hydro-Québec, il y a comme 2 lignes dans cette zone-là. Donc, sur 2,3 km, on emprunte un ancien corridor d'une ligne électrique qui a été désaffectée il y a plusieurs années, mais le corridor est encore là, donc on va l'utiliser maintenant. Rendu à la ligne électrique, ce qu'on fait, c'est qu'on traverse de l'autre côté de la voie ferrée et aussi de l'autre côté de la ligne électrique. Et là, on est rendu du côté droit de la voie ferrée qui alimente le parc industriel. Donc, lorsque la voie ferrée est installée il y a quelques années, je pense que c'est 5, 6 ans, 7 ans, je ne me rappelle plus la date exacte, il y a déjà un corridor qui avait été prévu de 20 mètres de large le long de cette voie ferrée-là pour passer justement des utilités publiques comme le gaz naturel, ça aurait pu être Hydro-Québec, ça aurait pu être une ligne d'aqueduc. Nous, on a choisi ce corridor-là, puis ça devient notre corridor dédié. Donc, la majorité des terrains entre la ligne électrique et le chemin de la Grande-Anse appartiennent déjà à l'administration Port-Saguenay. Donc, ils ont fait l'acquisition de ces terrains-là lors de la construction avant la construction de la voie ferrée, il y a quelques années. Donc, par la suite, au lieu de continuer dans les milieux humides, on va voir une carte tantôt, on emprunte, on installe notre poste de livraison, on réduit la pression. À ce moment-là, on peut aller dans l'emprise publique du chemin Grand-Anse, comme la majorité de nos réseaux de distribution, et on évite beaucoup de milieux humides à ce moment-là, puis on s'en va dans l'emprise de route jusqu'au parc industriel. Donc, pourquoi c'est le tracé, je répète, je pense que c'est important de le savoir. Donc, c'est un tracé qui est adjacent à des infrastructures existantes sur la totalité du tracé. Puis, c'est des terrains majoritairement qui appartiennent à Port-Saguenay, à l'administration Port-Saguenay. On touche à quelques terrains qui appartiennent à des propriétaires privés. On a essayé d'éviter autant que possible par notre tracé de passer sur des terrains privés afin d'éviter quand on travaille avec un organisme comme le Port-Saguenay sur une longue distance, puis c'est toujours plus, comment je dirais bien ça, c'est un organisme, c'est un corridor qui avait déjà été prévu, donc ça évite de rencontrer plusieurs personnes. C'est pas tout le monde qui veut passer une conduite de gaz naturel sur son terrain. Donc, les terrains privés sur lesquels on passe, les discussions sont en cours avec les propriétaires, ça va très bien. La majorité des ententes sont signées à ce moment-ci. Donc maintenant, si on passe, c'est quoi les infrastructures? Ça va ressembler un peu à ce que je disais tantôt par rapport aux 3 types de réseaux. C'est un projet qui est pas long, mais il contient 2 types de réseaux que j'ai expliqué tantôt. La première section du réseau sur 9,2 km. Donc, c'est une conduite de gaz naturel de 16 pouces en acier, opérée à une pression de 7000 kPa, qui est à l'intérieur d'une emprise dédiée de 20 mètres. On n'est pas dans les emprises de rue parce que ce type de réseau-là, on ne peut pas les passer dans les emprises de rue. Il faut être sur des emprises dédiées, comme les lignes de transmission d'Hydro-Québec, sauf que nous, nos installations sont souterraines sur la totalité du parcours. La deuxième section du projet, c'est une conduite de 12 pouces. On tombe en une conduite d'alimentation opérée à une pression de 2400 kPa, est en acier aussi. Puis elle est à l'intérieur du chemin Grand-Anse et du chemin du quai Marcel-Dionne pour se rendre jusqu'au client Blackrock.
Les autres infrastructures qu'on retrouve sur le projet, un poste de livraison, je l'ai expliqué un peu tantôt, la raison du poste, c'est de réduire la pression de 7000 à 2400 kilopascales. Lui, il va être installé à 1,5 km pour ceux qui connaissent la place, là, de l'intersection de la route de Lens à Benjamin. Et aussi, il va y avoir un poste de vanne au début de la ligne de transmission, donc au point de raccordement, on installe une vanne de sectionnement. Il y en a une aussi avant de rentrer dans le poste de livraison. Donc, l'utilité de ces vannes, c'est d'isoler le réseau lorsque c'est requis pour l'entretien ou peu importe l'utilité. On peut isoler le réseau. Tout le réseau de transmission, c'est des vannes de sectionnement à tout un certain nombre de kilomètres, dépendamment où on se trouve en zone plus urbaine, rurale ou des choses comme ça. Et la dernière infrastructure que l'on retrouve, mais bien sûr, c'est à l'arrivée chez BlackRock, il va consommer du gaz, on veut mesurer le volume de gaz, c'est un poste de mesurage. Maintenant, on rentre plus dans le volet environnemental. Lorsqu'on a fait l'étude pour trouver le tracé de moindre impact, donc il y a deux impacts qui ressortent dans ce tracé-là. Le tracé n'est pas long, c'est pas un projet qui s'étend sur plusieurs kilomètres, mais il y a deux impacts qui ressortent, c'est les milieux humides. Le secteur où on passe, peu importe si on était à l'intérieur de la zone à l'étude, on va avoir une carte tantôt, c'est une zone qui a beaucoup de tourbières et il y a des milieux humides. Donc, vous allez voir tantôt, on met des mesures de mitigation en place pour minimiser ces impacts-là. Et aussi, c'est principalement boisé. Donc, le deuxième impact, c'est un milieu boisé. Donc, lorsqu'on va passer à des endroits où c'est boisé, mais c'est sûr qu'on doit couper les arbres pour passer. Donc, si on commence par les milieux humides, l'avantage d'un gazoduc, d'une conduite de gaz naturel, c'est qu'elle est souterraine. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on excave, on installe la conduite, on remet le même sol en place. Donc, le milieu humide reprend sa place un coup que la construction est complétée. Donc, ce qu'on appelle, c'est qu'on va déranger temporairement le milieu humide durant la construction. Lorsque la construction va être terminée, mais le milieu humide va reprendre sa place. Puis, les mesures de mitigation qu'on fait pour mitiger ça, c'est qu'on va construire en hiver. On va traverser le milieu humide durant la période hivernale. Et on va protéger les 30 premiers centimètres du couvert végétal pour permettre de le remettre par-dessus après pour que ça reprenne sa nature rapidement après les travaux. Donc, c'est sûr que selon ce qui est prévu dans la LQE, la loi sur la qualité de l'environnement, il y a des compensations à payer lorsque l'on passe dans des milieux humides, lorsqu'on dérange le milieu humide de façon permanente. Nous, dans notre projet, ce qu'on a dit au ministère de l'Environnement, c'est que le milieu humide qui va être dérangé de façon permanente, c'est juste les endroits où on installe nos postes hors sol. Donc, on parle de 0,9 hectares. Donc, l'équivalent à peu près 90 mètres par 90 mètres seulement. Le deuxième, on fait une compensation sur cette place-là où on pourrait faire un projet avec le milieu, un projet compensatoire qu'on appelle. Donc, on pourrait trouver un autre terrain qu'on va réaménager pour le rendre humide, mettons, qui est détérioré. Donc, on a le choix entre les deux alternatives. Le deuxième impact qui sort un petit peu de notre étude d'impact, c'est le milieu forestier, comme je disais tantôt. Donc, la manière que ça fonctionne lorsqu'on installe une conduite, on a une emprise de 20 mètres permanent. Cette emprise-là va rester permanente par la suite. Ça nous permet d'accéder à notre conduite en cas de besoin. Donc, c'est 20 mètres de large. Mais pour l'installation de la conduite, on a besoin d'air temporaire. Donc, on va prendre de 10 à 15 mètres de terrain additionnel à l'air permanent. Et c'est sûr, quand on passe en milieu boisé, pendant la construction, on essaye de ne pas dépoiser l'air temporaire, mais si c'est requis selon l'emplacement de la conduite, on pourrait déboiser jusqu'à 35 mètres de large. Le 15 mètres qu'on déboise, par la suite, on peut permettre de replanter des arbres ou laisser les arbres repousser sur cet endroit-là. Mais sur l'emprise permanente, pour des questions de sécurité, on ne permet pas de reboiser des arbres avec des arbres qui deviendraient matures par la suite. C'est une question de sécurité pour accéder à notre réseau. Donc, ce qu'on fait comme mesure de compensation, c'est sûr qu'on fait du contrôle végétal, donc on essaie de réduire autant que possible le contrôle de la végétation sur nos emprises, mais on la réduit juste assez pour être capable d'accéder en cas de besoin à notre conduite. Puis l'autre chose qu'on a fait comme compensation, c'est sûr que les propriétaires qui sont pénalisés par
par notre passage, on prend une entente avec le propriétaire, mais le bois que l'on coupe, bien, on paye la perte de bois, d'exploitation de milieux forestiers pour la durée de vie de la terre forestière comme telle. Donc, le propriétaire, même s'il exploite le bois, il est payé d'avance pour l'avoir exploité toute sa vie. Donc, c'est la façon qu'on compense. C'est sûr qu'on fait des suivis par la suite pour s'assurer que autant les milieux humides que les milieux forestiers reprennent leur état le plus rapidement possible. Donc, on peut faire un suivi jusqu'à 5 ans après avoir complété les travaux. Ce que l'on voit sur l'autre carte, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Je ne sais pas si c'est la bonne couleur, mais c'est supposé être turquoise là, que Simon pointe présentement. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est les milieux humides. Comme vous voyez, là, nous, on passe le long de la voie ferrée, il y en a autant de milieux humides le long de la ligne d'Hydro-Québec qui passe plus à droite de notre conduite. Donc, le milieu humide a déjà été sectionné par la construction de la voie ferrée avec une fondation. Nous, on n'a pas de fondation en dessous de notre conduite, donc ça va prendre son état naturel. Et la majorité des milieux humides sont boisés aussi. Mais on sait bien que dans les milieux humides, tourbières, souvent les arbres qu'on voit là, c'est pas des gros arbres, c'est des petits arbres. Mais il y a des sections qui sont pas humides, c'est des sections en vert qu'on voit sur le plan. Donc ça, c'est des milieux aussi boisés qu'on va traverser avec le passage de notre conduite. Et ce que l'on voit aussi sur cette carte-là, c'est les zones orangées, c'est des zones urbaines. Donc, c'est des zones où il y a des maisons, c'est qu'il y a plus densifié. Donc, la seule place qu'on envoie, c'est notre tracé. Sur notre point de départ, c'est l'étoile le long de l'autoroute 70. Ça, c'est notre poste de vente au point de départ. On croise la route 372. À cet endroit-là, il y a pas mal d'habitations le long de la route. Par la suite, on poursuit le long de la voie ferrée. On va traverser le chemin Saint-Joseph. À cet endroit-là, il y a quelques habitations. Je pense qu'il y en a 2, 3 qui sont à proximité de notre conduite. Et par la suite, il n'y a plus d'habitation jusqu'au parc industriel. C'est sûr que lorsqu'on fait l'étude d'impact, je vais parler des deux principaux qui ressortaient. J'ai parlé des mesures de mitigation qui font en sorte que, malgré le fait qu'on travaille les milieux humides, on régénère le milieu humide par la suite. On compense les milieux boisés. Mais il y a aussi d'autres impacts qui sont analysés dans l'étude d'impact. Je ne les nommerai pas tous, sont tous écrits là. C'est autant la qualité de vie, les émissions d'UES pendant la construction, les poissons, les habitats, la flore, la faune, tout ce qu'on trouve à l'intérieur d'une étude d'impact, c'est analysé pour essayer de trouver si, exemple, si on trouve une plante rase sur notre tracé, mais on va faire attention, on va changer de tracé. Donc, tout ça a été analysé, les milieux archéologiques. Donc, après avoir fait toutes ces études-là, mais ce qu'on a réalisé, c'est que ça n'avait quasiment pas, le projet n'avait quasiment pas d'impact. Ces activités-là n'avaient peu ou pas d'impact sur le projet comme tel. Donc, le projet n'avait pas d'impact sur ces éléments-là, excusez, j'ai dit le contraire. Donc, aussi pendant les séances d'information qu'on a fait ou de consultation, on a fait plusieurs depuis le début du projet, il y a des préoccupations qui ont été soulevées pendant ces périodes-là, puis on a répondu par des mesures de mitigation qu'on a mis en place. Les prochaines diapositives vont vous permettre de voir un peu c'est quoi le genre de questions qu'on a reçues à date sur la présentation, lors de nos présentations. La première affaire, c'est la qualité de vie. C'est sûr que les gens qui demeurent dans le coin s'informent, est-ce que tu vas passer proche de ma résidence? Est-ce que nous, c'est sûr qu'on travaille dans un secteur qui n'a pas beaucoup de résidences, c'était indemne. On a essayé autant que possible de passer le plus loin possible des résidences actuelles. Lorsqu'on croise les routes, on n'a pas le choix de les croiser, mais la construction de nos gazoducs sont faites selon des cas très spécifiques. Puis il y a des mesures de mitigation dans la conception qui sont mises en place qui permettent de passer à proximité aussi des résidences. Et c'est des choses qui sont jugées comme très sécuritaires. Donc, on a essayé de l'emplacement de notre poste hors terre, par exemple. On aurait pu le mettre à un autre endroit. On a choisi une place le plus loin possible des résidences. Sur le chemin de Grand-Anse, c'est un milieu agricole. Il n'y a pas de résidence dans le coin. Donc, c'est des choses qu'on a fait au niveau du milieu de... Puis, on travaille l'hiver, le milieu humide. Donc, pour le bruit, ça va déranger moins de monde. On travaille l'hiver, les fenêtres sont fermées. On travaille de jour, on ne travaille pas de nuit. Le bruit de la construction, ça peut être dérangeant aussi. Mais ce qu'on va faire, c'est que pendant la construction, on va prendre des tests de son pour s'assurer de mesurer le niveau sonore, s'assurer qu'on ne dérange pas les citoyens lors de nos travaux. Donc, c'est des préoccupations que les gens nous ont amenées au niveau de la qualité de vie.
Maintenant, au niveau du milieu agricole, il y avait des questions. Ce qu'on voyait tantôt sur la carte, il y a une petite section que j'ai pas montrée. Ce qui était en jaune, c'est des milieux agricoles. Nous, on traverse une zone d'à peu près 1 kilomètre maximum sur une terre agricole cultivée. On a signé une entente avec le propriétaire aussi à cet endroit-là. Donc, il y en a juste une. On a essayé d'éviter les terres agricoles aussi, parce qu'il y en a moins dans le secteur. Puis, ce qu'on fait, lorsqu'on travaille sur des terres agricoles, mais on protège le drainage existant, que ce soit des fossés ou du tuyau de drain agricole. Donc, on va le protéger. Si on doit le couper pendant les travaux, on va le remettre en place. On va s'assurer que c'est fonctionnel. On protège aussi la terre arable. Donc, première affaire qu'on fait, on travaille sur une terre agricole, on décape 30 cm de terre arable, on met ça de côté, puis on fait nos travaux, par ça, on met la même terre par-dessus. Et on fait une décompaction aussi pour s'assurer que la culture va prendre sa place le plus rapidement possible. Et on paye aussi des compensations aux propriétaires pour les pertes de récolte pendant la période des travaux. Parce que par la suite, les récoltes, c'est permis de cultiver par-dessus les emprises d'énergie sur le terrain privé de la personne en conséquence. Et là aussi, on fait des suivis 2-3 ans pour s'assurer que les cultures vont prendre le même rendement qu'avant ou qu'est-ce qui est juxtaposé au-dessus de notre emprise. Il y a d'autres questions qu'on a eues aussi lors c'est les cours d'eau. Il y a beaucoup de zones humides. On traverse, dans ce projet-là, il n'y a pas de cours d'eau majeur. Le seul cours d'eau qu'on croise qui est peut-être connu un peu plus de la population, c'est le cours d'eau Théophile Gobin, mais c'est un cours d'eau de 3,5 mètres, à peu près 4 mètres de large. Puis on croise 11 autres cours d'eau qui ont de 1 mètre à 2 mètres de large. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme mesure d'atténuation pour s'assurer qu'on n'endommage pas les cours d'eau, parce que c'est une préoccupation. Les cours d'eau sont traversés majoritairement en tranchées. Donc, selon la sensibilité du cours d'eau, on va mettre en place une méthode de travail qui permet de minimiser l'impact sur le cours d'eau. Donc, ça fait des années qu'on fait des projets de développer des méthodes de travail pour traverser le cours d'eau. Ils ont été présentés au ministère et ils vont faire partie de notre certificat d'autorisation à la fin du projet. Donc, on s'assure de stabiliser le cours d'eau après nos travaux. Puis après ça, on remet les bandes riveraines aussi en état. Puis si c'est requis, on va faire de la plantation d'arbres ou d'arbustes le long du cours d'eau. Même si c'est dans notre emprise, on veut s'assurer que les bandes riveraines sont stables après le passage de la conduite. L'autre point que je vais vous parler ce soir, c'est on fait toujours une analyse de risque. Donc, lorsqu'on passe une conduite de gaz naturel, c'est sûr et certain qu'il y a des enjeux technologiques. Le monde questionne beaucoup sur ça. Puis, il y a un guide prévu dans le manuel du ministère de l'Environnement qui donne des directives aux promoteurs. Donc, on suit ce guide-là. Qu'est-ce que ça permet de faire, une analyse des risques technologiques? Ça permet d'identifier les risques d'accident, d'évaluer les conséquences et de juger de l'acceptabilité du projet en matière de risque. Donc, ça peut arriver à un moment donné qu'on arrive à une place, les installations qu'on fait ne rencontrent pas les critères. Donc, on met en place des mesures de mitigation. On va faire des analyses de risque, on va changer les techniques, on va épaissir le tuyau. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour que le projet devienne acceptable. Mais dans ce cas-là, le résultat que ça a donné suite à l'analyse, tantôt, j'ai posé des questions à M. Clément, qui est ici, notre spécialiste en risque. Donc, les probabilités d'occurrence d'un accident important sont faibles. Un risque, c'est comment c'est évalué? C'est la conséquence d'un accident multiplié par sa probabilité. On arrive à juger si c'est un risque acceptable ou non acceptable. Puis le ministère de l'Environnement, sur quels critères qu'il se base pour évaluer si c'est un risque acceptable ou pas, mais là, c'est la charte que nous aussi, on se compare. Puis dans ce cas-là, ça a été jugé comme un risque acceptable. Les ondes sont très minimes dans ce cas-là s'il arrivait un incident. Donc aussi, Énergie, on est une compagnie responsable. On a des plans d'entretien très stricts. Nos réseaux sont entretenus de façon stricte. On a des plans clairs. Donc, on a un plan de mesure d'urgence aussi. On est en contact avec les représentants des services d'incendie des 325 municipalités que l'on dessert. Donc, le premier intervenant, lorsqu'il arrive un incident, c'est toujours le service d'incendie. Eux autres, ils arrivent sur place, ils font le périmètre de sécurité. Les employés d'énergie arrivent sur place par la suite, ils font l'intervention requise. Comme je disais tantôt, on a un bureau ici au Saguenay depuis 35 ans sur la rue Bertinis. Il n'a jamais changé de place en plus. Donc, les gens sont habitués. Il y a plusieurs centaines de kilomètres de réseau
dans la région de toute nature. Donc, notre réseau, il y a des points de surveillance directement sur le réseau qui rentrent à notre centre de contrôle à Montréal. Il y en a plusieurs, donc c'est surveillé 24 heures sur 24, 365 jours par année. Puis comme je le disais tantôt, on a un programme de prévention très qui vérifie l'intégrité de la conduite de façon annuelle. On parlait tantôt d'information, de consultation. On a mis ça en place, un plan des mesures d'urgence, excusez-moi, pour la partie construction. Ce qu'on a déposé au ministère de l'Environnement, c'est des plans préliminaires, parce que notre entrepreneur n'est pas choisi encore. Lorsqu'on va choisir l'entrepreneur, on va finaliser notre plan de mesures d'urgence construction et on va le redéposer au ministère avant le début des travaux. La même chose pour le plan des mesures d'urgence, on en a déjà un. Celui-là, il a été déposé de façon préliminaire avant la mise en service du réseau. L'année prochaine, on va parler de date tantôt. On va le redéposer de façon permanente au ministère pour s'assurer, mais ça va être intégré déjà au réseau existant. On parle d'un réseau de 13 km sur 11 000 km. Donc, ça va être facilement intégrable. Donc, on parlait d'information, tantôt de consultation. On a déjà fait plusieurs consultations. On fait des consultations publiques aussi. Donc, ce qui s'est passé, juste en résumé, on a des communications médiatiques. On fait des consultations. Le ministère de l'Environnement a fait une consultation publique du 6 août au 6 septembre 2018. Donc, ça permettait aux gens de dire des arguments à amener, des commentaires, des choses à apporter que le promoteur devrait considérer dans la préparation de son étude d'impact. Et ça a été fait. On a eu quelques commentaires, on les a intégrés dans l'étude d'impact aussi. Comme je disais, on rencontre les Autochtones, les collectivités, les gens, les propriétaires, tout le monde qui sont impactés par le projet de près ou de loin sont rencontrés de façon régulière tout au long du processus dès la conception. Puis ce processus-là va continuer aussi, commence à avoir la gorge sec, jusqu'à la fin de la construction et de la mise en service. Donc, on veut continuer à tenir nos parties prenantes au courant de l'évolution du projet à toutes les étapes. On est rendu à l'échéancier. On travaille sur le projet depuis le mois de juin l'année passée. Donc, ça va faire 1 an bientôt. Lorsqu'on a reçu une demande du promoteur de l'alimenter en gaz naturel, on a déposé un avis de projet au ministère de l'Environnement parce qu'on savait que c'était un projet qui était assujetti au BAP, donc un processus de BAP, l'article 31. On a préparé l'étude d'impact, on l'a déposé au ministère en octobre dernier. En parallèle, on faisait l'ingénierie, on a optimisé notre tracé, on sélectionnait notre tracé, on rencontrait le monde. On a déposé, tantôt je disais qu'on était régi on est réglementé par la Régie de l'énergie. On a déposé le projet pour approbation à la Régie de l'énergie. On a reçu l'approbation en février dernier. C'est plus un processus qui s'assure que le projet n'a pas d'impact sur la tarification. Pourquoi on est régi, c'est juste à titre d'information, parce que la Régie, son rôle principal, c'est de s'assurer que Énergie ne fait pas des projets non rentables, puis on arrive, on demande des hausses tarifaires. Donc, on a des règles à respecter lorsqu'on fait un projet pour s'assurer que la rentabilité n'a pas d'impact sur la grille tarifaire. Ça a été accepté en février dernier. On a reçu l'avis de recevabilité du ministère de l'Environnement en mars. C'est pour ça qu'on est en processus de consultation par le BAP. Puis Mme Lavoie a expliqué tantôt les prochaines étapes. Et ce qu'on s'attend, c'est qu'on devrait recevoir l'ensemble de nos permis. On a aussi fait une demande à la CPTAQ, parce qu'on touche des terres agricoles. La demande a été déposée aussi à l'automne dernier, en même temps que les autres. Puis le processus suit son cours, ça se déroule bien aussi. Donc, on devrait recevoir l'ensemble des permis requis d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de l'automne prochain. Puis ce qu'on veut, c'est un début de construction, une mise en chantier dès décembre 2019 pour construction hiver 2020 et livraison du gaz, mise en service à l'été, principalement vers la fin du mois de juillet, début du mois d'août 2020. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un site Internet Énergie. Vous allez sur notre site, vous allez voir, il y a un lien avec le projet. Vous pouvez voir toute la documentation est disponible là aussi. On a une adresse courriel sur laquelle vous pouvez nous poser des questions directement. C'est en parallèle du processus du BAP. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas aussi que vous en posez directement. Donc, ça conclut ma présentation. Moi, je vais peut-être dépasser le 20 minutes aussi, mais
comme vous avez pu le constater, c'est un projet qui a peu ou pas d'impact sur le volet environnemental et humain. Donc, au niveau de constructibilité, c'est un projet qui va se réaliser c'est pas un projet complexe, c'est un beau projet, ça devrait bien se dérouler. Puis, ça va permettre aussi à Métaux BlackRock d'utiliser du gaz naturel au lieu d'utiliser du charbon. Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde, la réduction des GES, des polluants atmosphériques et des particules fines dans l'atmosphère. Ça conclut ma conclusion. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci, M. Rousseau. Pendant que vos collègues viennent prendre place à l'avant, je vais préciser certaines règles pour la période de questions pour s'assurer qu'elles soient satisfaisantes pour tous. Donc, je vous demande en premier lieu de vous approcher du micro pour poser vos questions et pour conserver votre ordre d'intervention. Je vous demande également de vous identifier avant de poser des questions. En fait, c'est simplement de mentionner si vous êtes citoyen ou si vous êtes représentant d'un groupe ou d'un organisme. Également, de m'adresser vos questions, car je vais m'assurer qu'on les saisit bien et je vais les diriger aux personnes qui pourront le mieux y répondre. Et je vous demande également de vous limiter à 2 questions sans long préambule. Par contre, vous pourrez revenir au micro autant de fois que vous le désirerez avec d'autres questions. C'est simplement pour permettre à chacun de poser ses questions. Alors, si ça convient à tout le monde, on peut débuter la période de questions. Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, mon nom, c'est Chantal Goupy. Je suis citoyenne. J'avais 2, peut-être, premières questions. La première, c'est quand on a eu l'affirmation que si Métaux BlackRock prenait pas le gaz naturel, ce serait le charbon qui prendrait. Puis moi, je suis comme novice là-dedans, dans les énergies que les usines peuvent utiliser pour faire leurs travaux. Mais en fouillant un petit peu sur Internet avant de venir, j'avais vu que l'énergie en mégajoules par kilogramme de l'élément, c'est-à-dire le charbon, c'était comme 26 à 33, tandis que GNL, c'était 53. Donc, je me demandais comment que le charbon pourrait, dans le fond, faire le même travail que du gaz naturel. Donc, ça me fait comme questionner si ce serait vraiment l'autre alternative, le charbon. C'est comme ça ma question. Étant donné que le charbon serait moins performant au niveau des... OK. Alors, excusez-moi, juste avant, j'ai oublié de permettre à M. Rousseau peut-être de présenter les personnes à l'avant. Oui, c'est à ma gauche, M. Simon Poitras, d'Énergie, c'est le porte-parole du projet Travailleurs des affaires publiques. À ma droite, M. Pierre-Yves Michon. C'est notre spécialiste en environnement. Donc, il travaille pour une firme spécialisée. Il a construit à peu près toutes les pipelines au Québec depuis les 35-40 dernières années, donc chez UDA. Et dernier au bout, c'est Éric Clément. Donc, il travaille dans une firme qui fait des analyses de risques technologiques. La firme, elle s'appelle ERISC. Donc, ils vont m'aider à essayer de répondre à toutes vos questions. Parfait, merci. Alors, est-ce que la question de la dame, elle est claire? C'est sûr qu'à première vue, nous, ce qu'on dit, c'est ce qu'on a entendu. Maintenant, l'efficacité du charbon dans le procédé de Métaux BlackRock, ça ne touche pas directement notre projet. J'ai vu que vous avez dit que vous avez été sur Internet voir la valeur calorifique des 2 énergies. C'est sûr que les 2 peuvent être utilisés, mais celui qui a une valeur calorifique plus faible, peut-être on va prendre un peu plus d'énergie pour... Mais moi non plus, je ne suis pas un spécialiste en système. C'est plus à Métaux BlackRock qui pourrait poser cette question. Parfait, merci. Je peux te poser ma deuxième question? Oui, allez-y. En fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi le taux de fuite sur le conduit là, de gaz naturel, là, parce qu'on disait que ça faisait 35 ans là, que ça existait dans la région. Fait que sûrement qu'ils ont fait des études pour évaluer le taux de fuite du tuyau. Fait que ça m'intéresse parce que l'autre chose que j'ai lu sur Internet, c'est que quand il arrive un certain niveau de taux de fuite, justement, c'est plus vraiment... ça fait le niveau de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça fait que c'est vraiment plus important que d'autres sources comme le charbon, etc. Parfait, merci. Donc, oui. Pour l'entretien du réseau et le niveau des fuites. Vous avez raison quand vous dites qu'il y a du gaz naturel qui fuit à l'air libre, mais c'est pire que du gaz naturel qui est consommé, puis qui est brûlé, puis qui s'en va à la... Mais c'est sûr que notre rôle, nous, c'est d'éviter autant que possible le nombre de fuites sur le réseau. Toutes les fuites sur le réseau sont déclarées au ministère de l'Environnement.
Je pense que la quantité de fuites que l'on retrouve sur nos réseaux sont principalement dues à des accrochages par des tiers. Tantôt, je parlais des réseaux. Là, quand on arrive dans les réseaux de distribution, on parle de réseaux de plastique. Il y a beaucoup de travaux qui sont dans les municipalités. Je pense qu'on a repris du retard un peu dans la mise à niveau. Donc, ça creuse un peu partout, mais il y a beaucoup d'accrochages de nos conduites. C'est ce qui crée la majorité des grands volumes. Les fuites qui sont causées par le réseau comme tel, c'est très, très, très minime. On est loin du 1,5 %. Maintenant, ce que l'on fait, on essaye de travailler avec ces organismes-là autant que possible, Info-Excavation, pour éviter qu'il y ait des accrochages. 75 % de nos bris sont causés par des tiers lors des travaux. Donc, on travaille beaucoup pour réduire ça depuis plusieurs années, puis c'est ça qui fait en sorte un réseau comme tel, là, les fuites fugitives, c'est très, 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 très minime. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres intéressés à venir poser des questions? Ah, mais allez-y, vous pouvez venir derrière le monsieur sans problème. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Dominique Gagnon, citoyen de la baie. On va rester dans le domaine des fuites là, comme tel. Ça a quand même 13 km de long. J'imagine que vous devez avoir certains capteurs le long de cette conduite-là pour savoir s'il y avait des pertes de pression ou quoi que ce soit pour justement localiser qu'est-ce qu'il y en a. Vous avez parlé de valves aussi. Où est-ce que vous avez? Sur 13 km, vous en avez combien à peu près? Combien de valves? Comme je disais tantôt, comme par secteur, là, comme tel, là, pour toujours dans l'optique de dire quand il arrive un bris ou quoi que ce soit, quel va être le délai d'intervention, puis quel est le volume de gaz qui peut se perdre. Est-ce que ça peut se faire à distance aussi? Je sais que c'est plusieurs questions, là, mais c'est tout dans le même Je veux confirmer, vous avez dit combien de valves? Oui, OK, c'est beau. Valves, capteurs, et puis est-ce que ça peut se faire à distance? Comme je disais tantôt, sur le réseau de transmission, il y a 9 km de long, il y a une valve au point de départ, une vanne, et une à l'arrivée. Donc, si on doit fermer, il y arrivait quelque chose sur ce réseau-là, bien, c'est sûr qu'il serait isolé rapidement. Les systèmes on installe des systèmes automatisés sur les valves, donc c'est sûr que si la valve détecte une chute de pression rapide, la valve va se fermer automatiquement. Donc, le volume de gaz qu'on peut considérer qui pourrait être perdu, c'est la distance de 9 km sur un réseau. Je n'ai pas fait le calcul, là, remarquez, là. Okay. Mais les valves, il y en a une au début, donc il y a 9 km de réseau pour isoler cette section-là. Et ils sont automatisés. Et oui, il y a des systèmes de contrôle qui rentrent à notre centre de contrôle à Montréal. Donc, là aussi, s'il y a une chute de pression, l'opérateur qui est sur place 24 heures par 24 va détecter qu'il y a une baisse de pression, puis il va réagir en conséquence selon la situation. Donc, ça se fait dans les minutes, là? Ça pourrait être assez rapide. Ça dépend toujours de la nature de la fuite puis de la nature de la chute de pression. C'est sûr et certain que le client, le réseau, il y a une certaine variation de pression selon la consommation des clients, mais quand c'est une fuite mineure, de toute façon, le volume qui va être émis va être mineur. Puis la détection pourrait se faire à ce moment-là parce que ça va sentir le gaz. On installe le gaz naturel, c'est inodore, incolore, non toxique. Et on installe du mer capté à l'intérieur, justement pour détecter les fuites. Donc, ça n'en prend pas gros dans l'air pour que ça sente le gaz. On reçoit un appel rapidement. Si jamais la fuite est trop petite pour être détectée, parce que la baisse de pression est très lente, mais ça va être quelqu'un qui va appeler que ça sent le gaz dans le secteur. Mais comme je disais tantôt, on a 11 000 km des appels des fuites sur ce réseau-là. Il y en a très, très rarement aussi. Merci. Monsieur? Oui, mon nom est Adrien Guibert-Barthel, je suis co-porte-parole de la Coalition Fjord. Donc, vraiment, merci d'être présent puis de consulter les citoyens. Je voulais savoir, pour ce qui est de l'origine du gaz, en fait, quelle est son origine et de quelle façon est-ce qu'il est extrait, si c'est du gaz conventionnel ou si c'est du gaz de schiste, comme c'est généralement le cas en Alberta et dans ce coin-là. Merci. Je vais demander à Simon de répondre à cette question. L'origine du gaz, vous savez que le réseau gazier, c'est une bébite qui est assez complexe, qui est interconnectée partout. Dans le cas d'Énergir, il y a à peu près une soixantaine de fournisseurs ou de brokers qui vendent du gaz à Énergir, qui provient du Canada, des États-Unis, des bassins traditionnels et des bassins non conventionnels, donc du gaz de shale.
et du gaz canadien et au nord-est des États-Unis. C'est pas quelque chose qu'on peut facilement contrôler. Ce que Énergir a fait, par contre, c'est qu'il a mis en place une démarche d'approvisionnement responsable pour essayer de tracer, de suivre la traçabilité de son gaz et pouvoir travailler avec des fournisseurs qui sont le plus responsables que possible. Mais pour répondre clairement à votre question, le gaz vient de l'Ouest canadien et du nord-est des États-Unis, des bassins conventionnels et non conventionnels. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Tommy Tremblay, du Conseil régional de l'environnement et développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, ce que je voulais savoir, c'est que la zone IP va être alimentée, oui, en gaz naturel, mais également en eau et en électricité. Je voulais savoir le niveau de collaboration avec les autres promoteurs, donc justement pour voir s'il y a des synergies, des travaux qui peuvent se faire conjointement, par exemple, avec Ville de Saguenay pour l'alimentation en eau. Tant qu'à avoir un impact sur le milieu humide, pourquoi pas faire les travaux en même temps, par exemple. Okay. Donc, faire tomber les travaux en même temps pour... je voulais savoir surtout le niveau de collaboration avec les deux autres organisations. Parfait. Merci. C'est sûr qu'on est en contact avec la Ville de Saguenay. On va demander le permis aussi à cette ville-là pour l'installation de nos réseaux. Puis on est en contact aussi avec la construction du réseau d'aqueduc. C'est quoi, ça va être quoi le tracé? Il y a même des rencontres organisées, des rencontres interministérielles qui sont organisées par le ministère pour mettre en contact tous les joueurs qui vont permettre d'alimenter en énergie, en eau. Hydro-Québec est là, nous on est là, le Port Saguenay est là. Donc tout le monde est là pour se parler des projets puis essayer aussi de coordonner les travaux. C'est sûr que nous, notre réseau est dans une emprise dédiée. Pour une question de sécurité, on ne permettrait pas d'installer l'aqueduc à côté de notre réseau parce que ça pourrait occasionner des enjeux au niveau du réseau de transmission. Donc, autant, tous nos réseaux de transmission sont dans des emprises dédiées, donc il n'y a pas d'autres utilités publiques à l'intérieur. Il peut y en avoir juxtaposés. Le tracé qu'on entend parler par l'aqueduc, c'est plus dans les routes de la ville, dans les rues de la municipalité, le chemin Grand-Anse. Puis, ce qu'on travaille avec eux, c'est surtout de coordonner la réalisation des travaux. Si on passe les deux sur le chemin Grand-Anse en même temps, des bonnes chances qu'on doit fermer le chemin Grand-Anse et tout l'approvisionnement du parc industriel pendant la construction du métro Black-Rock, ce serait un peu compliqué. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de ne pas travailler en même temps sur cette section-là pour permettre de laisser la circulation libre pour l'accès au port Saguenay. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, absolument. Merci. En fait, peut-être une deuxième question. Depuis quelques semaines, voire quelques mois, il y a plusieurs études qui sortent, entre autres commanditées par Énergir, sur le gaz naturel renouvelable. Donc, je voulais savoir si éventuellement le projet pourrait être alimenté avec du gaz de cette nature-là. Oui, comme vous dites et savez, on en a déjà discuté. Il y a effectivement des projets et des études pour le gaz naturel renouvelable qui ont été sortis. C'est des études technico-économiques pour démontrer s'il y a un potentiel. Alors, la conclusion d'études démontre qu'il y a un potentiel et qu'en 2030, ça va être une partie intéressante du supply ou de l'approvisionnement. L'approvisionnement, merci. En gaz naturel. Ceci dit, Énergir s'est également donné un objectif d'avoir au moins 5 de son gaz qui vient de sources et qui vient du GNR dans les prochaines années. C'est 2025, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que éventuellement ça pourrait être du GNR qui serve à BlackRock? Oui, il faudrait que BlackRock soit volontaire et décide d'avoir du GNR, mais effectivement, dans le temps, ça pourrait être une des sources qui alimentera la zone industrielle pour ça. Parfait, merci. Merci à vous. Bonsoir, madame. Bonsoir, je suis Claudia Carrascal, coordonnatrice du comité CIP, Saguenay-Charlevoix, et j'aimerais pas une question, c'est juste un commentaire qu'au début de votre présentation, j'ai vu que vous avez mentionné CIP, son intervention, un dialogue portuaire. J'aimerais bien si vous pouvez corriger ça dans les prochaines présentations parce que nous, c'est toujours, on fait une campagne à chaque fois. Nous sommes un organisme à but lucratif qui fait toujours la concertation. Donc, à chaque remarque, quand je vais me présenter, vous faites la CIP. Oui, mais la CIP,
zones d'intervention prioritaire. Okay. Et à la fin, votre courriel est indiqué ZIP Saguenay. Nous, on a un courriel ZIP Saguenay-Charlevoix. Donc, c'est juste une question de compréhension avec les autres organismes et pour la communauté. Merci. Parfait. On Merci. prend en note votre commentaire, puis c'est pour ça qu'on entend souvent, puis moi, je vais être le premier à changer ça. On entend la zone IP. C'est peut-être moins pire pour vous que la ZIP. Oui, justement. Donc, merci de votre commentaire, on en prend note. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, bonsoir. Vous pouvez baisser le micro. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Charbonneau. Je viens à titre de citoyen. Je suis ingénieur en automatisation industrielle et je tiens la pétition en faveur des grands projets qui ont cours actuellement. Les 3 projets qui sont actuellement, là, dont Métro BlackRock. Donc, moi, ma question est d'ordre technique. Premièrement, j'aimerais savoir le taux d'utilisation, de capacité du réseau à fournir la région actuellement et à quel niveau ça va passer une fois l'usine en service. Par exemple, est-ce qu'on est à 90% d'utilisation, 110%? Quel est le niveau? Est-ce qu'on sait qu'un réseau, ça a une capacité de transport entre la production et la consommation? Donc, où est-ce que le bar graphe est rendu actuellement? OK. Très bonne question. Tantôt, j'ai pris la peine de préciser qu'on a fait un projet de renforcement de réseau sur notre réseau de transport pour augmenter la capacité du réseau de transition qui part de la région de Trois-Rivières jusqu'au lac Saint-Jean puis qui vient vers le Saguenay. C'est sûr que c'est un réseau que plus on approche vers le bout, plus le diamètre diminue. Jusqu'on se raccorde, c'est un 8 pouces. Puis je compare à Trois-Rivières, c'est un 16 pouces. Donc, ça réduit au fur et à mesure. Notre réseau sanguin comme ça aussi. C'est ça, exact. Puis, la capacité du réseau est augmentée de 40 Si je parle, mettons, parce que lorsqu'on fait du design hydraulique, on parle en mètres cubeurs ou en pieds cubes par heure. Là. Donc, la capacité du réseau, avant son renforcement, était à peu près de 130 000 mètres cubeurs. Puis, avec le renforcement, on l'a augmenté à 175 000 mètres. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une augmentation à peu près de 40 Je n'ai même pas calculé, j'ai fait ça à l'œil, mais j'espère que ça donne pas mal ça. Puis, le réseau qu'on construit pour desservir Métro BlackRock, on installe une conduite de transition de 16 pouces. C'est-à-dire, un ingénieur, c'est un peu nono, de mettre un 16 pouces sur du 8 pouces. Ouais. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est quand on passe dans une zone, puis on essaie de le faire autant que possible, c'est d'installer un réseau qu'on n'aura pas besoin de revenir un jour. Mettons qu'on aurait mis un réseau qui a une capacité, puis la capacité on restait en mètres cubes par heure. La capacité de BlackRock, c'est 27 000 mètres cubes par heure. C'est une bonne consommation, c'est un bon client. C'est un client qui va consommer 6,9 BCF par année. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près 4 de notre consommation annuelle au Québec. On en livre à peu près 220 BCF par année. Il va en consommer 7, un chiffron. Donc, on a fait un réseau qui, ce bout-là, il peut passer 100 000 mètres cubes. Donc, tantôt, je disais 175. C'est sûr que les réseaux des clients actuels, comme Rio Tinto, les gros clients consomment déjà. La capacité, si on a fait un projet de renforcement, c'est parce qu'on a commencé à être limite par ce réseau-là. Donc, la consommation, parce qu'on parle toujours aussi dans une période de pointe hivernale, là, de la capacité du réseau, parce que majoritairement, il passe seulement 60-80 mais quand on arrive en hiver, c'est là qu'il tombe en pic. Donc, il faut que ça passe aussi quand on arrive dans une période de pic. C'est la même chose pour Hydro-Québec avec le réseau électrique. Donc, en ajoutant BlackRock, c'est sûr qu'il reste de la capacité. On parle d'autres projets aussi dans la région. Donc, nous, on a construit un réseau pour 100 000 mètres cubes heure, puis on pourrait raccorder 3 autres BlackRock à côté dans le parc. C'est sûr que ça va demander encore d'autres renforcements sur le réseau existant. Mais on n'aura pas retravaillé sur cette section du projet qui aura été complétée avec une capacité suffisante pour ça. Ça ne serait pas à votre question. Très bien, monsieur. J'aimerais bien en discuter encore, mais tant qu'on est limité à 2 questions. Remarquez qu'à la fin de la soirée, si vous avez d'autres questions techniques, il n'y a aucun problème. Deuxième question, on parlait tantôt de la provenance des gaz aux États-Unis, Canada, bon, etc. Quand ça traverse la frontière, juste question de comprendre comment ça fonctionne, s'il y a du gaz qui vient des États-Unis, peu importe sa nature, et la difficulté de cette traçabilité, c'est comme les électrons dans le réseau Hydro-Québec, qui peuvent venir de la Nouvelle-Angleterre et de l'Ontario aussi. Donc, est-ce qu'il y a des ententes entre les deux pays au niveau des autorisations de distribuer du gaz de schiste au Canada, par exemple? Si on n'en a pas ici, par exemple, on n'en tire pas,
mettons que le débit est vers les États-Unis, donc on ne peut pas tirer du gaz de chez eux. Mais si c'est inverse, comment ça se joue dans ce temps-là? Y a-t-il quelque chose qui légifère ça? Donc, très bonne question. Ça ne touche pas le projet, mais ça touche l'énergie comme telle. C'est sûr que le volet approvisionnement gazier, comme le disait Simon, tantôt, il y a le mot pépite rare, on parlait du réseau, parce que tous les réseaux sont maillés. Puis il y a des transporteurs de gaz au Canada. Les principaux transporteurs, c'est TransCanada, je pense. Donc, c'est lui qui transporte le gaz de l'Ouest canadien vers le Québec. Il y a aussi, rendu au Québec, il y a un autre transporteur qui est Trans-Québec Maritime, TQM. Donc, eux autres, le job, c'est d'emmener le gaz au Québec. Nous, on est un distributeur. Donc, c'est sûr qu'on achète le gaz de fournisseurs. Puis le gaz est acheminé dans un site à Down. Puis c'est comme un entreposage de gaz. Donc, nous, quand on achète du gaz, c'est pour ça qu'on dit que c'est difficile. Oui, on peut prendre en temps qu'un fournisseur, mais le gaz qu'on achète de ce fournisseur-là, c'est pas lui qui va arriver chez le client nécessairement. Il est comme mixé, il provient des États-Unis, de l'Ouest, comme disait Simon tantôt. Puis nous, on achète des volumes. Le rôle du transporteur, c'est de nous livrer ce volume-là à notre franchise qui est ici au Québec. Donc, les ententes qu'il y a entre les États-Unis et le Canada pour savoir, ça, j'ai aucune idée comment ça fonctionne honnêtement, mais nous, ce que je sais, c'est que quand on passe une commande de transport, c'est TransCanada qui a le devoir de le transporter. Donc, c'est difficile de voir d'où provient. C'est un peu la même chose, tantôt, on parlait du GNR. S'il y a du GNR de fabriquer à Montréal, puis mettons, Métaux BlackRock, il veut verdir son usine, puis il va acheter du GNR, mais il va payer son gaz un peu plus cher. Mais c'est sûr que le GNR qui est produit, par exemple, à Saint-Hyacinthe présentement, c'est pas lui qui va arriver au Saguenay. Donc, sauf que c'est un peu théorique, mais pareil, il y a juste du GNR qui est consommé. C'est une grosse boîte. boîte. C'est la même chose pour les gaz qui arrivent des États-Unis. C'est une grosse boîte noire avec des points entrants, des points sortants, puis que ça sorte par là ou par là, il rentre quand même, puis il contribue à tout le monde. Quelque part, pour un tel en particulier. C'est comme essayer de retracer l'eau rendu en bas du fleuve, d'où elle vient, des Grands Lacs de l'Outaouais ou du Richelieu, tu sais. Oui, exact. Merci. 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 Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Anne-Gilbert Sévard, co-porte-parole de la Coalition Fjord. D'abord, j'ai une question simple. Pour combien d'entreprises la conduite est prévue? Seulement pour Métaux BlackRock ou il pourrait en avoir d'autres sur la conduite? Comme je disais tantôt, le premier client qui s'installe, le seul qu'on connaît pour l'instant, c'est Métaux BlackRock, mais c'est sûr que l'objectif d'alimenter la zone IP, c'est d'avoir d'autres clients, d'attirer d'autres clients avec la présence du gaz dans le parc industriel. Puis le gaz serait disponible à ce moment-là, puis pourrait permettre d'alimenter d'autres usines. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez un chiffre? Le chiffre de nombre? Oui, ça dépend combien il y a combien la consommation, je veux dire, de l'entreprise qui s'installe. Tu sais, le rôle du parc industriel et de promotion Saguenay, c'est de développer leur secteur. Nous, on alimente avec une énergie ces différentes usines-là. Pour l'instant, le seul qu'on connaît, c'est Métaux BlackRock. OK. Ben, juste pour mieux comprendre, combien de pourcentage de gaz prendrait Métaux BlackRock sur la conduite qui est prévue? 27 000 m3 sur une capacité maximale de cette conduite-là de 100 000. Donc, ça serait le quart, 26 %. Parfait. Ma deuxième question, c'était est-ce que c'est Énergir qui paye pour la construction de la conduite? Est-ce qu'il y a des subventions ou est-ce que c'est Métaux BlackRock? Est-ce que la Ville, par exemple, subventionne pour ça? Dans ce projet-là, c'est un projet qui n'est pas subventionné. Donc, c'est un projet qui est rentable par lui-même. Donc, le volume de Métaux BlackRock, lorsqu'on fait la rentabilité du projet, rencontre les critères que l'on a avec la Régie de l'énergie que j'expliquais tantôt. Donc, c'est un projet qui est rentable par lui-même. Ce qu'on a connu de public, c'est que le gouvernement du Québec a donné à DPS, Développement Port-Saguenay, un montant de 63 millions pour permettre de mettre en branle les différents services qui seront requis pour le parc industriel de la zone IP. OK. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour. Donc, encore Adrien de la Coalition Fjord aussi. Pour ce qui est de la pression, ça j'ai deux questions encore.
Pour ce qui est de la pression dans le gazoduc, est-ce qu'il va y avoir une station de repompage et repression qui est au début ou à quelque part dans le tracé? Je m'excuse si j'ai pas bien compris dans la façon que vous avez fait. Donc, première question, oui. S'il y a une station de pompage, puis si elle est donc alimentée en gaz par elle-même ou si vous avez un réseau électrique qui va venir l'alimenter pour repomper? Allez-y. La réponse est non. Tantôt, ce que j'expliquais, c'est qu'on installe le contraire d'une station de compression. On installe un poste de livraison. Le rôle du poste, c'est de réduire la pression du réseau de transmission au réseau d'alimentation. Il n'y a pas de poste de compression. Tantôt, j'ai parlé de poste de compression sur le renforcement du réseau. On a installé un là-dessus en 2017. C'est ce qu'on appelle une station de compression. Et la station de compression est alimentée. Le principal compresseur qui opère, parce qu'on a de la redondance dans nos postes, il opère électrique et non gaz naturel. Merci. Merci pour votre deuxième question. Oui, c'est en ce qui a trait au GES. Je voulais savoir qu'est-ce qui avait été évalué, donc quelle quantité de GES vont être émises par le projet directement et de manière indirecte, donc au niveau de, par exemple, comme on demande pour les autres projets de gazoduc, sur l'extraction. Donc, si vous avez évalué les GES émises sur l'ensemble de la durée de vie du produit que vous livrez au final. Donc, de l'extraction jusqu'à la combustion par Métaux BlackRock. Est-ce que cet élément-là est évalué? Il y a comme deux questions dans votre question. Là, on va essayer peut-être de faire répondre. Comment le GS va être émis par le projet? Je vais demander à Pierre-Yves, ça a été évalué, de répondre à cette question-là, puis on pourra revenir à la deuxième. Merci. Monsieur Michaud? C'est ça, il y a eu justement une petite analyse qui a été faite pour déterminer la quantité de gaz à effet de serre qui pourrait être produit par le projet au Québec, comme tel. Ça, c'est l'exercice qui a été fait. Il y a deux volets à ça. C'est qu'il y a le volet durant la construction. Donc, la quantité de gaz à effet de serre a été évaluée justement pour les différentes opérations qui vont avoir lieu durant la construction, c'est-à-dire, le fonctionnement des équipements, la combustion. Ensuite de ça, la perte de superficie forestière qui viennent capter, voire captant des gaz à effet de serre. Donc, ça aussi, ça a été considéré. Ce volet-là, on veut quantifier justement la quantité de gaz à effet de serre pour ce qui est justement de la perte de la superficie forestière, la perte permanente de la superficie forestière. On parle de quelques 3600, pratiquement 3700 tonnes de CO2. Ça, c'est la quantité de gaz à effet de serre de CO2, équivalent qui est capté durant toute la vie, toute la révolution du peuplement. Donc, le peuplement n'étant plus là, ça se trouve être considéré comme une perte. Ensuite de ça, il y a les équipements qui vont être utilisés pour couper ces arbres-là. Ça aussi, ça a été considéré. Les équipements aussi qui vont servir pour la construction, durant la construction, des bulldozers à flèche latérale et autres types d'équipements. Le déplacement également, le déplacement des travailleurs. Ensuite de ça, le transport des matières premières, le transport de la conduite à partir de la frontière du Québec-Ontario jusqu'au Saguenay. Donc, ce sont des éléments qui ont été considérés pour arriver à un total de aux alentours de 6300 tonnes de CO2 équivalent pour la phase construction. Au niveau de l'exploitation comme telle, c'est sûr et certain que d'année en année, oui, il va y avoir production de gaz à effet de serre qui peut provenir simplement à part le déplacement des employés de l'entretien, qui peut provenir également de fuites fugitives qui pourrait y avoir sur le réseau. Ensuite de ça aussi également, c'est qu'au niveau de l'entretien comme tel, parfois il y a des purges justement de gaz naturel qui font à des fins justement d'entretien. Et aussi, c'est que pour permettre de passer abaisser la pression au poste de livraison, mais il va y avoir une chaudière qui va fonctionner aussi au gaz naturel pour réchauffer les gaz. Que lorsque le gaz, quand on abaisse la pression, c'est pour réchauffer le gaz comme tel.
Et ensuite de ça, pour la vanne, c'est au poste de vanne qui va être installé au tout début du réseau. Il y a également un système pour produire justement l'électricité qui va permettre d'actionner et de fermer, d'actionner la vanne comme telle. C'est comme un genre de, je pense que c'est un thermogénérateur, quelque chose comme ça. En termes de ce que c'est... C'est pas mal de détails. C'est un peu de détails, en tout cas. C'est parfait. Consommer également un peu de gaz naturel, donc émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout ce volet-là, sur une base annuelle, on parle aux alentours de 139 tonnes de CO2 équivalent. 139 000 ou 139 Non, 139 tonnes seulement. C'est l'équivalent de 35 voitures. Oui, c'est pas... Donc, ce qu'Yves aurait dit en plusieurs phrases, c'est que dans l'étude d'impact qu'on a déposée, on a fait l'analyse de l'ensemble des émissions de GES, puis on l'a déposé au ministère de l'Environnement, puis ça équivaut à 139 tonnes. Donc, on parle peut-être d'une trentaine, quarantaine de voitures, si on veut comparer avec ça, là, annuellement. Donc, c'est très minime. OK, parfait. Juste pour indication, si ça intéresse des gens, à quel chapitre Bonne question. Bonne question. Au niveau des gaz à effet de serre... Je peux peut-être revenir après une petite recherche tantôt. OK, c'est beau. Alors oui, votre deuxième question. Bien, déjà, deux petites questions, mais si vous permettez que je repose une précision, s'il y a personne. OK, oui, allez-y. Merci. Mais donc, pour ce qui est des gaz à effet de serre de manière indirecte, comme par exemple le produit que vous avez livré, en fait, c'est du méthane, c'est du gaz à effet de serre. Une fois consommé, ça devient du CO2 et ça va dans l'atmosphère. Cette quantité-là de GES, est-ce que ça a été évalué et si oui, à combien? Oui, c'est ça. Dans le cadre du processus d'évaluation environnementale pour lequel on est ici ce soir, c'est pas dans ce bilan. On n'a pas à mesurer ça. Les émissions de GES liées aux opérations de BlackRock ont été comptabilisées dans leurs études d'impact, dans leur processus d'évaluation environnementale et donc qui ne sont pas, entre guillemets, considérés dans notre étude d'impact à nous. Nos paramètres à nous sont du début à la fin et du début de la Godeville jusque-là. Et dans le bilan des GES, c'est BlackRock, dans le fond, dans son étude d'évaluation environnementale, qui devait considérer les émissions de GES liées à son projet, et non pas nous. Parfait, merci. Ça va? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Gagnon. Oui, bonjour, Dominique Gagnon, citoyen. Vous êtes pas sans savoir qu'il y a un autre gros projet pour la zone IP qui s'en vient, qui est le GNL Québec, là, qui vont normalement il y aura un pipeline qui viendrait fournir également du gaz naturel liquéfié. Dans leur projet, ils nous expliquaient aussi que oui, c'est pour des marchés étrangers, mais qu'il y aurait une portion, peut-être un 5 pour le marché local. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une compétition à ce moment-là qui va se faire pour des entreprises qui s'établiraient là, alors qu'ils pourraient fournir en marché local? Puis s'ils étaient vraiment compétitifs, est-ce que ça se pourrait que toutes vos installations deviennent caduques à ce moment-là? C'est une bonne question, j'ai le goût d'y répondre, mais je vais laisser sinon. En fait, il y a effectivement plusieurs projets. Ceci dit, la différence, Gazoduc, c'est pas du tout le même genre d'ampleur de projet que celui que nous on fait aujourd'hui. Gazoduc, c'est un projet de plus grande ampleur et d'exportation de produits. Nous, le projet qu'on fait, c'est une poursuite, une continuité, une extension de notre réseau, donc très facilement on peut atteindre la zone industrielle-portuaire. Alors, c'est difficile de comparer les deux, puis je vous inviterai à poser la question à Gazoduc pour savoir qu'est-ce qu'ils feront avec leur mais c'est déjà décrit qu'il y aura un 5 à peu près pour l'approvisionnement local. Ben, écoutez, Mais tu sais, je te veux pas t'enlever le micro. Ça devient un compétiteur, si je comprends bien. C'est pas un compétiteur. On est le seul distributeur à franchiser au Québec pour distribuer du gaz. Donc, tout le gaz qui doit être alimenté chez des clients, c'est notre job de faire la distribution dans un premier temps. C'est sûr que on ne peut pas parler pour Gazoduc, on n'est pas impliqué dans ce projet-là, c'est un projet complètement indépendant. Donc, sa principale source, comme on disait tantôt, c'est d'exporter du GNL. Ouais. Tantôt, là-dedans, on faisait exemple, la comparer le GNL avec le charbon. Nous, c'est du gaz naturel, mais le GNL, c'est du gaz naturel liquide. Donc, c'est sûr qu'il va être approvisionné en gaz, il va produire du GNL, il va l'exporter. Maintenant, la question qui a été posée, est-ce que vous allez en distribuer? T'sais, il a répondu simplement, s'ils en veulent, on pourrait le faire, mais c'est pas ça le rôle.
c'est notre rôle à nous de faire ça. Donc, nos installations vont être déjà là. Ça va faire déjà, plus que j'ai là, si je me rappelle bien de l'échéancier, on parle de 2025, puis le projet est loin d'être réalisé aussi à ce jour. Donc, Métro Blackrock va utiliser du gaz à partir de 2020, ça va faire déjà 5 ans. Il a déjà signé un contrat de 20 ans avec nous. Donc, ce serait surprenant qu'il achète du gaz moins cher que notre gaz de réseau s'il part du GNL. Parce que le GNL est produit à partir d'un gaz réseau. Il vient de la même source. Il va venir de l'Ouest, il va venir des États-Unis. Il va produire du GNL. Donc, il y a une transformation du gaz. Il va le mettre liquide et il va le remettre gazeux. Tu sais, grosso modo, ce serait très difficile pour lui. Premièrement, il ne peut pas faire de réseau de distribution. C'est notre dada à nous de faire ça. Donc, ça fait au-dessus de 50 ans qu'on fait ça. Donc, on va continuer à bien le faire. Parfait, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, si ce n'est pas le cas, juste avant de terminer, les prochaines étapes. Oui, excusez. Ah oui, merci de me ramener à l'ordre, oui. OK. L'information concernant les gaz à effet de serre, on la retrouve au volume 1, chapitre 7 de l'étude d'impact. Ensuite de ça, à la question 22 de l'addenda 1 à l'étude d'impact. Et aussi dans le complément d'information du 7 mars 2019. Donc, ce sont les 3 documents dans lesquels on parle des gaz à effet de serre. Donc, c'est les documents qu'on retrouve autant à la bibliothèque au niveau du registre des évaluations environnementales. Merci, M. Michon. Et évidemment, je pense qu'il y en a mention également dans le résumé. D'accord, dans le résumé d'études d'impact. Alors, donc, comme je disais, les prochaines étapes, parallèlement aux travaux du BAP, qu'il y ait tenu ou non d'une consultation publique ou d'une médiation, l'analyse environnementale du ministère se poursuit dans ce projet. Par la suite, en s'appuyant sur le rapport éventuel du BAP et sur l'analyse de son ministère, le ministre formule ses recommandations au Conseil des ministres, à qui il revient la décision d'autoriser ou non le projet et selon certaines conditions. Alors, juste avant de terminer, j'invite les personnes intéressées à remplir, à recevoir, les prochains communiqués, à remplir un formulaire d'inscription à la liste d'envoi. Donc, c'est une feuille bleue que vous allez retrouver à l'accueil. Donc, si toutefois il y a des suites au projet qui concernent le BAP, vous seriez informé à cette étape-là. Également, nous aimerions que vous remplissiez le sondage que vous avez reçu. Votre opinion est importante pour nous aider à améliorer nos services. Nous désirons également connaître le moyen de transport que vous avez utilisé pour vous rendre à la salle et la distance en kilomètres que vous avez parcourue. Nous aimerions également obtenir vos commentaires sur cette soirée et non votre opinion sur le projet. Alors, pour nous joindre, vous allez retrouver notre adresse Internet, également l'adresse courriel dédiée au projet. Donc, si toutefois vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez envoyer un courriel à cette adresse-là. Alors, en terminant, je vous remercie énormément d'avoir assisté à cette soirée d'information et je vous souhaite un bon retour à la maison. N'oubliez pas de remettre vos formulaires à l'arrière. Merci.